Bonjour. Alors tout d'abord, je vais commencer par des remerciements à l'équipe des bibliothécaires de m'avoir invité à parler aujourd'hui, malgré ma non-spécialité dans les jeux de société, que j'affirme tout de suite. Mais donc du coup, je me suis approchée de ce sujet avec intérêt, curiosité, et je me suis appuyée sur les recherches que j'ai pu faire et beaucoup aussi sur les discussions que j'ai pu avoir avec Anne-Mazé et Maxime Rogans, qui étaient passionnantes, et je les en remercie. Alors, ils sont venus me voir avec une question extrêmement vaste, la culture de l'image. En tout cas, pourquoi on en parlait? Alors, le problème avec cette question, c'est que les réponses sont aussi vastes que la question. On peut dire pourquoi est-ce qu'on a une culture de l'image? Eh bien parce que on peut s'hasarder éventuellement quelques constats, à l'idée que l'image, elle va être dans l'histoire, avoir des systèmes de reproduction et de diffusion qui vont nous permettre de la multiplier et de la rendre de plus en plus accessible. Mais là, on va remonter à la gravure au XIVe, XVe siècle. On sait qu'à l'industrialisation, ces systèmes de reproduction et de diffusion vont s'amplifier. À l'ère du numérique, des réseaux, on passe encore à un autre niveau. Mais vous voyez, là, je fais beaucoup de généralités, donc j'ai trouvé que c'était plus intéressant de resserrer le sujet et de resserrer aussi l'approche. Alors, du coup, les quelques propositions que je vais vous faire ce matin, elles se fondent sur une approche qui est celle de l'histoire culturelle et des études visuelles. Juste pour présenter ce que veulent dire ces deux éléments. L'idée ici, notamment des études visuelles, eh bien, vous avez vu que j'étais maître de conférence en histoire de l'art, mais il y a cette idée des études visuelles, c'est de dire, voilà, il faudrait considérer non pas seulement les images artistiques, mais l'ensemble des images qui circulent dans nos sociétés, et donc défaire la hiérarchie entre l'œuvre et l'image de basse qualité, et considérer qu'on va constituer des corpus d'imagerie qui vont rassembler des images qui vont être autant vernaculaires, amateurs, privées, publicitaires, que être distinguées, légitimées comme des œuvres d'art ou des estampes, des gravures, etc. Donc voilà, on va considérer que l'ensemble de ces images cohabitent dans une même culture, une même société, dans un temps donné, et qu'elles s'informent les unes les autres. Que la manière dont on va produire des images privées, dont on va produire des publicités, des images commerciales, c'est informé et ça va cohabiter avec la manière dont on va réaliser des œuvres. Et donc on ne peut pas regarder les unes sans les autres. Ça veut dire aussi que l'on va arrêter de se dire que l'on étudie d'un côté la photographie, de l'autre côté le cinéma, d'encore de l'autre côté la gravure, mais qu'on va considérer l'ensemble des images, quel que soit leur support. L'histoire culturelle, elle, de son côté, elle peut se définir comme une histoire sociale de la représentation. Donc ces images, eh bien, on ne va pas les considérer comme flottant sur un support, mais comme inscrites dans une société, dans des conditions matérielles, techniques de production des images, des conditions de circulation de ces images, de diffusion, des conditions économiques, et que c'est l'ensemble de ces éléments aussi qui vont déterminer la forme des images. Donc il faut s'interroger sur l'ensemble de cette histoire sociale pour mieux comprendre l'apparition, la disparition ou l'évolution des images. L'autre élément, c'est que par rapport aux images dont on va parler des jeux de société, il m'a semblé, alors avec une magnifique faute d'orthographe, mais il m'a semblé que c'était, par rapport aux questions que je posais, plus intéressant de se concentrer sur les images des boîtes et des supports extérieurs des jeux de société, parce que ce sont les images qui vont valoriser le jeu. Il me semblait que pour les images qui sont à l'intérieur des plateaux des jeux, là on avait d'autres questions qui entraient en jeu, comme la question du symbolisme, etc., qui ne sont pas mon objet et qui en plus vont être présentées cet après-midi. Donc voilà, je me concentre sur les aspects extérieurs de ces jeux de société. Et enfin, sur une période historique, je ne pouvais pas revenir sur l'ensemble de l'histoire du jeu de société. Donc ce qui m'a intéressé, c'est le phénomène, enfin sur une période, en gros, après 45. Je vais parfois revenir un petit peu avant, mais grosso modo, après 45, la Seconde Guerre mondiale marquant une rupture sociale, économique, industrielle, qui va modifier, à mon sens, effectivement, la configuration de ce qu'on va appeler le monde du jeu de société. Le monde du jeu de société, c'est l'ensemble de ces acteurs professionnels. Ici, je vais
mettre de côté les joueurs dans cette analyse, la façon dont cet ensemble d'acteurs vont structurer un monde, vont construire des valeurs communes, des normes communes, et vont instituer donc des institutions de validation et de légitimation. Alors cette histoire culturelle contemporaine du monde des jeux de société, eh bien, après 1945, ce qui m'a frappé, c'est qu'on est dans un phénomène qui est assez commun au cinéma, à la photographie, à la presse. Hein, c'est cette puissance des industries culturelles, hein, cette production industrielle où on va passer d'une activité qui était libre, où les jeux ne faisaient pas l'objet de dépôt, de fabrication, n'étaient pas soumises à une régulation particulière. On va s'ajouter un système de brevets, de droits moraux attachés aux œuvres, avec donc des industries qui vont éditer ces jeux, avoir un monopole, et ça va donner lieu aussi à tout ce qui est la question des jeux commerciaux. Alors quand on en parlait, c'était, vous les désignez comme ceux qu'on trouve au supermarché, hein, voilà, avec ces grandes marques comme Ravensburger, voilà. Donc on a le développement d'une industrie culturelle du jeu de société. Et c'est important pour regarder la manière dont on se construit ces images après. Dans un deuxième temps, on voit un phénomène d'institutionnalisation et de légitimation culturelle de ce jeu de société, qui est un phénomène commun à beaucoup d'autres mondes, hein, la bande dessinée, la photographie, le jazz, le rock, enfin, toutes ces pratiques culturelles vont connaître ce phénomène de légitimation des années 60 à aujourd'hui. En général, alors, je me suis échinée à faire voilà, cette chose-là. Alors, pourquoi on a une frise? Je suis désolée, c'est pas très ludique, mais l'idée, c'est que pour comprendre un phénomène d'institutionnalisation, on a plusieurs marqueurs, et donc là, j'ai essayé de les relever. Alors, elle est sûrement incomplète, parfois approximative, elle se fonde sur ce que j'ai pu trouver, et je fais appel à votre expertise pour éventuellement venir la compléter. Ça peut être un projet à faire. Mais cette institutionnalisation, donc, au sens étymologique, ça veut dire ce qui institue, c'est l'organisation, la structuration d'un milieu. Elle existe dès que l'on peut identifier un ordre symbolique. Et donc elle va se traduire par la création d'infrastructures publiques, privées, l'élaboration de statuts sociaux et la diffusion de valeurs normatives. Et pour cela, eh bien, on va repérer par exemple alors je vous ai mis des événements français en haut et des événements, quelques marqueurs à l'international en bas. Donc on voit qu'on va avoir la création d'institutions comme la création d'une bibliothèque en France en 1967, alors c'est antérieur dans d'autres pays. Là j'ai décidé, parce que si je me fie à ce que j'ai pu lire sur l'ALF, bah oui, j'ai repris. Si vous avez dit des erreurs, donc voilà. Donc vous le savez, c'est 1934 aux États-Unis, mais à Dijon c'est en 1967. On va avoir donc la création de la LF en 1979, de nouveau, vous êtes responsable d'une erreur éventuelle. Moi, l'idée, c'était d'organiser mes sources. J'ai affirmé dès le départ que je n'avais pas eu l'occasion de les produire, mais j'ai essayé de les organiser. Donc vous voyez, ludothèque, ALF, donc la structure de l'apparition d'une institution dédiée au jeu, puis d'un réseau institutionnel qui organise les différentes ludothèques avec l'ALF, le musée français de la carte à jouer, là on passe à une légitimation culturelle sous la forme patrimoniale, et la formation ludothécaire de Bordeaux, qui elle est indiquée comme étant créée en 1987, donc pas de même temps. Mais voilà, ça c'est une forme d'institutionnalisation. Ensuite, on a les festivals qui sont aussi des lieux de rencontre, de partage de la norme, de partage d'éléments. Alors, on a le GameCon en 1987, le Salon international des jeux d'essai en 83, mais il s'est placé bizarrement. Donc, on va le remettre en 83. Et vous voyez que c'est intéressant de voir que la création du Festival ludique international de Paternais, de Cannes, partenaient. J'ai du mal à lire ici. Mais vous voyez que c'est intéressant de voir que ça se crée après l'institutionnalisation, la création des bibliothèques et la création de la LF. On voit qu'on a une dynamique
dans ce sens-là. Et plus en haut encore, là, ce qui m'a intéressé, c'est ce qui revient à distinguer les auteurs. Les auteurs avec la création des prix, la maison des auteurs de jeux, et tout en haut à droite, les illustrateurs. Donc c'est le dernier mouvement, la distinction d'un nouvel auteur qui va être l'illustrateur. Je ne vais pas forcément continuer à commenter, mais on voit bien que si la mention des auteurs apparaît sur les boîtes de jeux à partir des années 60, il y a les concours de créateurs de jeux, puis la création des organisations internationales, et en France aussi à partir de 91. Donc on va avoir une reconnaissance d'abord du jeu de société comme une pratique culturelle légitime qui s'organise et s'institutionnalise et qui s'accompagne d'une reconnaissance de ses acteurs et notamment des auteurs, d'abord des jeux, puis des images. Alors, en quoi cela nous intéresse pour la question de l'image elle-même? Là, je prends 4 jeux considérés comme fondamentaux dans cette histoire, mais sur la première période, le Monopoly 1930, le Scrabble 1950, le Milboard 1954, Trivial Pursuit 1984. Et bon, là, j'ai essayé de trouver les premières, l'aspect qu'avaient les premières boîtes, à chaque fois de l'année de la création. Et on voit là qu'on est face à une imagerie, bien quoi. On est à une époque où c'est l'industrie culturelle qui va dominer, c'est une imagerie qui est publicitaire, qui est là pour créer de l'identification, de la valorisation, mais du jeu lui-même. Il faut pouvoir repérer la boîte rapidement sur un rayon. On va être dans un espace vraiment une image de communication, pas du tout avec une dimension artistique, c'est le graphisme qui prime et la dimension communicationnelle. Si on regarde l'évolution et réédition d'un jeu comme le Cluedo, donc la première boîte en haut à gauche, c'est 1951, puis en haut à droite, vous avez 1974, en bas à gauche 2001 et en bas à droite 2008. Là, on va avoir une évolution de cette imagerie du jeu de société. Donc, sur la première édition, on est dans cette puissance du graphisme et cette force de l'industrie culturelle. Et on voit que doucement, on va arriver sur une image qui est de plus en plus travaillée, qui néanmoins en 2001, on a un rappel d'autres industries culturelles qui sont ceux des dessins animés, alors on a d'autres déclinaisons, je vous ai fait juste une petite sélection, mais vous les connaissez mieux que moi. Donc on est vraiment sur une identification mainstream. Et sur la dernière édition de 2008, là on va arriver à une imagerie qui est dans une qualité différente, avec une arrivée de ce dessin, cette illustration qui est très fortement marquée par l'héritage de la BD, et avec quelque chose qui est vraiment de l'ordre de l'outil de distinction. On va faire un objet qui est plus beau, qui est plus intéressant à obtenir. Pourquoi est-ce que c'est intéressant? Alors j'ai pris par exemple Tokaido, qui est un des jeux qui a reçu des prix pour l'illustration. On est sur quelque chose de très épuré, mais cette distinction, il est nécessaire quand on arrive sur un monde du jeu de société qui s'est construit, institué, et qui va trouver à partir de ces dernières années des rééditions, des collectionneurs. Donc on va passer d'un objet qui est un objet où l'intérêt c'est ce qu'il y a dans la boîte, à un objet en soi qu'il appartient de collectionner, qui doit avoir une certaine qualité. Ça s'accompagne aussi de l'émergence d'un artisanat du jeu de société avec des auteurs indépendants, des petites entreprises qui vont essayer de faire valoir la nouveauté, l'originalité et qui doivent de nouveau se distinguer dans une production qui est de plus en plus prolifique. Donc cette distinction, c'est une distinction à la fois du point de vue commercial pour se faire identifier comme étant de meilleure qualité en proposant une plus-value par l'image, et puis c'est aussi une distinction culturelle en disant que voilà, on va aussi aller non pas avoir simplement la qualité du jeu, mais aussi la qualité de l'illustrateur, qui peut être aussi quelqu'un qui va maintenant avoir un nom, être reconnu. Et on voit aussi que c'est intéressant de voir que la bande dessinée a connu la même évolution sur cette même période, a acquis aujourd'hui une légitimation culturelle avec les festivals, les musées, etc. Même un
passage à l'art, on va dire, et qu'il n'est pas innocent pour le jeu de société de faire appel prioritairement à une imagerie, à une pratique culturelle qui est la bande dessinée, qui, elle, est d'ores et déjà reconnue comme une pratique culturelle légitime. Alors, on m'a signalé évidemment cette boîte Abyss, qui est, si j'ai bien compris, vierge de toute indication, avec une déclinaison en 5 boîtes, donc qui est aussi là une invitation à collectionner, vraiment à valoriser la boîte, parce qu'a priori c'est le même jeu à l'intérieur. Donc on voit bien cette petite distinction, ce fait qu'on va pousser les joueurs à être aussi des collectionneurs, à apprécier la façon dont l'ensemble est présenté. La publication ici d'un livre qui reprend les illustrations d'Abyss et qui, vous voyez bien, est dans cette valorisation de l'illustration au plus haut point. On en fait presque un objet avec c'est pas produit dérivé, mais c'est des dérivations sous d'autres formes. Et ce qui m'amène, moi, à poser la question, à un moment donné, si l'on observe ce processus qui existe pour la photographie, pour la bande dessinée et pour d'autres pratiques, eh bien, aujourd'hui, on est arrivé à ce qu'on appelle un passage à l'art ou une artialisation, c'est-à-dire à une revendication d'une dimension d'œuvre de ces objets, qui sont la photographie, la bande dessinée, et on peut se demander dans quelle mesure, si on suit cette dynamique, le jeu de société n'a pas vocation à aller vers cette revendication d'une dimension d'œuvre pour les jeux de société, d'œuvres complètes, d'œuvres par la règle, d'œuvres par l'illustration. Alors, là, j'avais mis en citation vos travaux, mais je vous laisserai les présenter plus avant. Cette idée notamment me vient du fait que dans l'exposition du Palais de Tokyo au bord des mondes cette année était présenté Game of State, qui est un jeu de société alors assez particulier, mais qui lui est rentré dans le musée, dans l'institution visuelle en tant qu'œuvre. Voilà. Et c'était tout. Je vous remercie. Bonjour. Bon, je ne sais pas ce que je vais rajouter parce que c'était déjà bien précis. En fait, l'illustration dans le jeu de société, c'est un vaste sujet et qui est plus compliqué qu'il ne le laisse paraître, surtout pour les éditeurs en fait. Comme Raphaël l'a dit, il y a de plus en plus de jeux, donc il faut trouver un moyen de se distinguer. Et on a compris depuis quelques années, et c'est pas grâce à l'industrie allemande du jeu, qu'un jeu pouvait être beau aussi, et que la première chose qu'on voyait, la palissade qu'on voyait dans un jeu, c'était ses illustrations. On ne voit pas ce qu'il y a à l'intérieur. Quand on prend une boîte, c'est l'œil qui parle. C'est pas le toucher. Donc c'est ce qui peut faire la différence entre dans des rayons, parce qu'on va parler de produits, hein, c'est pas un gros mot, mais je crois que j'avais déjà parlé de cette expression la dernière fois que j'étais intervenu. C'est pas un gros mot, un produit, parce qu'il faut qu'on en vive en fait, quand même. Donc on est bien loin pour l'instant du concept artistique, enfin de faire rentrer le jeu de société dans le domaine de l'art. D'ailleurs, je ne vais pas vous y inviter d'ailleurs, parce que Trick Track avait fait un petit débat sur le jeu de société et l'art. Et moi je trouve ça, le débat n'était pas très, de mon point de vue, n'était pas très intéressant, parce que je pense que c'est mettre la charrue avant les bœufs. Alors déjà, on va essayer de parler, de vendre nos jeux de société, et ensuite on pourra parler éventuellement de produits culturels, et après, peut-être d'art pour certains jeux. Je pense qu'il faut y aller tranquillement. Le jeu de société est en train d'évoluer. Il y en a qui veulent aller plus vite que la musique, et on ne va pas sauter les étapes, parce que parler d'art pour un jeu de société, pour moi, c'est un peu prétentieux pour l'instant. On n'en est pas là. Ça viendra plus tard, peut-être, mais on n'en est vraiment pas là. Justement, Abyss, c'est un bon exemple, parce que Abyss, en fait, ce qu'ils ont réussi à faire, c'est une personnalisation en fait, de la boîte. C'est-à-dire que chacun va acheter la boîte qu'il veut pour finalement jouer au même jeu. Et ça, j'ai trouvé que c'était assez fort. Et c'est clairement un argument marketing. Hein. Donc, pour l'instant, le beau, dans le jeu de société, ce qu'on peut... Le beau, c'est pas subjectif, hein, on va l'appeler comme ça, mais le beau sert à vendre un jeu, pour le moment. L'art, pour moi,
moi, l'art, c'est quelque chose d'artistique. Sa première vocation, c'est pas d'être vendu. Et là, pour l'instant, on est dans le cadre d'un produit qui va se vendre. Hein, je pense que les gens des boutiques seront assez d'accord avec ça. Hein. Donc, on doit faire attention à ça. Et on va être un peu chauvin, mais je pense que les Français ont réussi à faire la synthèse de tout ça. C'est-à-dire qu'en Allemagne, la culture du jeu en Allemagne, comme vous le savez, j'imagine tous, sinon vous changez de métier. La culture du jeu en Allemagne est développée depuis de nombreuses années, contrairement à la France. Et il y a eu beaucoup de jeux allemands. Les premiers jeux modernes qui sont apparus en France, c'était des jeux allemands, pour ainsi dire. On parlait des colons de Catane, entre autres. Et bon, il faut le dire, hein, ils étaient moches. Hein. Enfin, il n'y a pas photo. Hein, on ne les prenait pas pour ça, de toute façon. Hein. On les prenait pour uniquement leur mécanique et la modernité mécanique qu'ils apportaient. Aux États-Unis, enfin, dans le monde anglo-saxon, c'était un peu le contraire. On avait des jeux à thème fort, illustrés plus ou moins bien, ça dépendait. Et voilà. Et donc, on avait ces deux écoles, grosso modo, l'école anglo-saxonne et l'école allemande. Et je pense qu'en France, ça soit les auteurs, les éditeurs, et, par extension les illustrateurs, ont su digérer ces deux écoles pour forger une école proprement française, on va dire, qui met à la fois en avant le thème et la mécanique. Et on aboutit à des jeux assez équilibrés en ce sens. Et par-dessus ça, on a travaillé le côté illustratif de la chose. Alors je pense qu'on a de bonnes bases en France parce qu'on a une culture déjà graphique qui est quand même assez importante. La BD est quand même quelque chose de très développé en France. Et on a su utiliser ça et le ramener aux jeux de société. Donc c'est pour ça, Raphaël disait tout à l'heure que le cheminement de la BD et du jeu de société se ressemblent. Alors je suis assez d'accord, après j'espère que ça ne deviendra pas comme la BD parce que c'est un peu la catastrophe en ce moment, due à une surproduction de BD. Alors le jeu de société, ça suit un peu cette voie, mais on verra plus tard. Donc on a tendance à utiliser l'illustration de la même façon que dans la BD ou dans d'autres produits. Donc ça c'est une spécificité assez française. Il y a même un détail assez intéressant, c'est que nous, quand on va chercher des jeux d'auteurs à l'étranger ou d'éditeurs étrangers, c'est fréquent qu'on les réadapte visuellement, ce qui n'est pas forcément le contraire. C'est-à-dire quand des étrangers viennent chercher des jeux qu'ils veulent faire dans leur propre pays, en général, les illustrations ne sont pas touchées. Donc ça veut dire qu'il y a quand même une patte qui se distingue globalement, une patte française. Bon, il n'y a pas de chauvinisme là-dedans, c'est un fait, puis c'est tout. Donc voilà. Alors de là à dire que le jeu de société est un objet culturel, on espère que ça viendra, au même titre que la bande dessinée. Moi je pense que ça arrivera. Après on a un peu dans le même phénomène que la BD à ses débuts, c'est-à-dire que la BD au début c'était réservé qu'aux gamins. Il n'y avait que les gamins qui en lisaient, et puis c'était pas un truc d'adulte. Donc au fur et à mesure des années, ça a changé de sens. Maintenant on appelle même, depuis quelques années, on appelle les BD des romans graphiques pour que ça fasse plus sérieux. Alors peut-être que dans quelques années on appellera, je ne sais pas, les jeux de société, un truc un peu plus sérieux, quoi. Pas des jeux surtout, parce que ça fait trop gamin. Une société tout court, quoi. Je ne sais pas, un truc comme ça. Enfin bon, bref, ça a tendance à suivre le même cheminement. Donc ce qui est plutôt rassurant en ce sens. Donc oui, l'image a beaucoup d'importance dans le jeu de société parce que c'est aussi un argument de vente aussi. Alors ce qui est difficile pour l'éditeur, c'est de trouver l'équilibre entre la notion de produit et le côté artistique au final, le beau, ce qu'on pense être beau, parce que c'est pas forcément ce qui va se vendre. Alors, il y a des gens qui ont pris des risques, et ça leur a réussi. On peut prendre l'exemple des Loups-garous tierce-lieu, qui est une tentative graphique, hein, enfin je pense pas que vous ayez vu ça ailleurs, hein, et pourtant le jeu fonctionne du tonnerre. Mais à côté de ça, les Loups-garous tierce-lieu, et puis même Dixit aussi, ce sont des jeux qui... c'est l'arbre qui cache la forêt, c'est-à-dire que pour des prises de risques telles, il y a eu beaucoup d'échecs à côté. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de juste milieu sur ces prises de risques. Il y a soit ça marche très fort, soit ça ne marche pas du tout. Et donc nous, on doit trouver l'équilibre entre ce qui va se vendre, ce qui va plaire au public le plus large, et nos goûts perso, qui ne sont pas forcément les mêmes.
Et je dirais que plus on va sur des jeux qui tapent sur un public familial, et plus c'est compliqué. Je vais faire ouais, c'est bourré de préjugés ce que je vais dire, mais bon. Les jeux pour joueurs n'ont pas forcément besoin d'être beaux. Parce que c'est les joueurs, alors ça peut être un plus pour certains, mais moi j'ai vu des joueurs qui s'en foutaient royalement. C'est-à-dire ce qui compte pour eux, c'est la mécanique, avant tout. On peut... moi, je travaillais chez les Belludes avant, de monter ma propre boîte, et lorsque on avait fait tourner Seasons sur le festival de Cannes, il n'y avait pas beaucoup de retours sur le côté artistique du jeu, qui est plutôt sympa. Là, on était clairement face à des joueurs qui étaient là pour faire des combinaisons de cartes et terminer. Donc des joueurs de Magic, en définitive, quasiment. Donc on est presque dans l'habillage, en fait. On est presque dans l'habillage. Quand tu n'es pas d'accord, tu diras après. On est dans de l'habillage. Après, chacun y trouve son compte, hein, c'est une généralité. Hein, ce que je dis, il y a toujours des cas particuliers. Mais par contre, dès qu'on va vers un public plus néophyte, l'impact de l'image a quand même beaucoup plus d'importance. Parce que c'est des gens qui ne vont pas forcément connaître la mécanique du jeu, qui ne vont pas forcément savoir ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte, et qui vont le faire peut-être sur une impulsion, en fait. Donc si l'image leur plaît, ils auront plus tendance à y aller que sur un jeu allemand. Enfin, il y en a de moins en moins de moches, mais il y a quand même encore des perles chez les Allemands. Je sais pas, enfin, bon, après c'est leur culture, donc c'est difficilement, on ne peut pas critiquer. Hein, c'est un peu comme leur maillot de foot en fait. Ouais, je ne sais pas si vous avez les maillots de foot allemands, mais des fois c'est pas Jojo. Donc ça on est un peu dans cette. Mais tant mieux, hein, chacun. Non mais alors, je blague, mais ça montre bien les différences culturelles en fait, je trouve. Parce que vous allez à Berlin, au niveau artistique, hein, c'est assez renommé. Hein, donc, comme quoi l'art est perçu de différentes manières aussi. Quoi. Et voilà, je sais plus ce que je disais. C'est ça de ne pas préparer ces trucs. Donc voilà, plus on descend vers on descend, c'est pas le principe de descendre, mais plus on s'oriente vers un public néophyte, plus l'impact visuel sera important. Bah, c'est à mon avis. Après, la difficulté, c'est de savoir quel type de public aussi vise le jeu. C'est-à-dire, soit il vise un public enfant, soit il vise un public familial, ou... enfin, il y a de plus en plus de catégories, c'est impossible à définir, en fait, parce que maintenant, depuis quelques années, on parle de familial plus, alors ça veut dire aussi qu'il y a peut-être des familiales moins, alors on va m'expliquer ce que c'est. Mais moi je sais, enfin pour mon expérience, que la gamme Contes et Jeux, en fait, elle a par définition le cul entre deux chaises. Parce que la gamme traite de contes et de fables, qui sont plutôt orientés vers l'enfance. Moi, c'est pas du tout, je considère pas ça, parce que je pense que le conte, c'est aussi quelque chose qui nous suit un peu toute la vie. Mais la majorité des gens pensent ça, surtout les commerciaux, en fait. Parce qu'ils ont des visions assez... Les commerciaux, il faut savoir qu'ils font des catégories. C'est des gens qui font appel à des panels, et des panels, ils les prennent en compte, et c'est pas forcément la réalité en définitive, mais bon, ça c'est un autre sujet. Donc cette gamme, moi, elle a le cul entre deux chaises, c'est ce que je disais, parce qu'il ne faut pas qu'elle soit ni trop enfant, ni trop adulte. Parce que les mécaniques de jeu qui sont à l'intérieur sont des mécaniques familiales, auxquelles on peut jouer avec les enfants. C'est-à-dire que la gamme Contes et Jeux, ce n'est pas des jeux pour enfants. Voilà. C'est des jeux auxquels on joue avec les enfants et auxquels on peut aussi jouer entre adultes. Donc il y a une difficulté, je ne dis pas que c'est réussi à chaque fois, hein, mais il y a une difficulté à trouver le juste équilibre entre ces types de publics. Et c'est là toute la difficulté du métier d'éditeur, c'est aussi de trouver cet équilibre, d'atteindre cet équilibre entre le public visé et le beau, voire un peu d'original aussi, de temps en temps, parce que sinon, on va finir par faire que des produits de ce qu'on appelle de mass market, c'est-à-dire des produits standardisés qui sont vendus en grande surface et qui n'ont aucune personnalité. Donc il faut essayer de trouver l'équilibre là-dedans, et ça se retrouve aussi, cette tentative ça se retrouve aussi dans le format des boîtes. On a de plus en plus de boîtes standardisées, des boîtes format colonne Catane, hein, il y en a de plus en plus, hein, maintenant que la plupart des jeux sont, enfin des jeux de société moderne s'orientent vers ce type de boîte. Après, le travail de la boîte, c'est aussi un travail marketing et esthétique. C'est ce qui va permettre de faire sortir la boîte du rayon, qui est abondamment fourni.
et je pense que pour les boutiques c'est aussi important, d'avoir une identité visuelle sur une gamme. Alors vous regarderez, le meilleur exemple du monde, je pense que c'est l'exemple là-bas, c'est-à-dire qu'ils ont des boîtes jaunes. Voilà. Alors c'est le truc con, mais les boîtes jaunes, quand vous avez joué à un jeu avec une boîte jaune, enfin vous ne connaissez pas forcément les jeux de société, et que le jeu avec la boîte jaune, il vous a plu, et que vous ne vous souvenez même plus du nom, parce que ça ne vous intéresse pas forcément, et ben vous allez aller dans un magasin, et, ah ouais, qu'est-ce que vous avez en jeu? Ah bah oui, tiens, y a des jeux avec des boîtes jaunes, je vais aller voir. En fait, le conseil magasin, il ne sera pas forcément présent sur... les personnes vont peut-être directement aller chercher dans les jeux à boîte jaune, et s'ils ne trouvent pas leur jeu, ils vont demander au magasin. Donc l'impact visuel, il est important parce que oui, il y a vraiment quelque chose chez ABBA qui fait que comment dire, ils savent conduire le joueur qui a essayé leur jeu vers le magasin, tout simplement par une couleur. Enfin, c'est vraiment un argument marketing assez fort. Donc, et c'est le meilleur exemple que je puisse trouver parce que il y a de même chez Geco, dans le milieu de jeux pour enfants, ils ont quand même des formats de boîtes qui sont assez différents. Et c'est marrant parce qu'ils ont pris, il y a vraiment une différence entre les deux, moi je trouve. Chez Geco, il y a un gros travail qui est fait sur l'illustration, ils ont vraiment des illustrateurs de talent. Et chez ABBA, c'est pas qu'il n'y a pas d'illustrateurs de talent, mais ça reste assez allemand, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc il y a eu des efforts de faire. Mais c'est vraiment deux approches différentes, et qui réussissent apparemment toutes les deux. Donc voilà. Donc ouais, l'impact visuel est gros, on en reparlera cet après-midi, parce que je crois qu'il y a un sujet là-dessus. Donc il faut trouver l'équilibre entre le produit et le beau. Je dirais que c'est ça la définition de l'édition. Et comme on tend à développer l'illustration en France, les illustrateurs ont pris beaucoup de place. Depuis ces dernières années, il y a même des, comme tu montrais tout à l'heure sur la frise, il y a des prix d'illustration désormais. Alors c'est plutôt dans le milieu associatif que ça se fait. Il n'y a pas vraiment de suivi au niveau national. Enfin, les expos passent quand même de festival en festival. Mais on a commencé donc par l'auteur, et ensuite, maintenant c'est le tour de l'illustrateur, grosso modo. On en vient même à dire, alors ça il y a une grosse discussion dans le milieu du professionnel, à savoir est-ce que l'illustrateur doit toucher des droits d'auteur au même titre que l'auteur? Voilà. Alors ça c'est une question qui revient assez souvent. Alors déjà qu'en France, le statut d'auteur de jeux de société n'est pas reconnu, il y a un paradoxe déjà, parce que le métier d'illustrateur, par contre, le statut d'illustrateur est reconnu, que ce soit dans la littérature jeunesse ou dans le jeu de société. Le statut est le même. Ce n'est pas le cas de l'auteur de jeu. Donc il y a déjà beaucoup de nuances avec ça, mais l'illustrateur, maintenant, on a tendance à avoir comme on a dans le milieu du jeu de société, comme on a au niveau des auteurs, on a des stars, entre guillemets, dans l'illustration, des gens qui reviennent assez souvent. Bon, ils reviennent assez souvent en général parce qu'ils sont bons. C'est pas parce qu'ils font des trucs moches, normalement. Donc on a des gens comme Nayad, on a des gens comme Mathieu Lessel, on a des gens comme Pierrot, enfin je parle que des plus connus, mais il y en a plein d'autres. Donc on voit de plus en plus de gens qui se professionnalisent, des illustrateurs qui ne font quasiment que du jeu de société. Et ça, c'est un tournant qui date d'il y a 4-5 ans, même pas. Moi, je suis jury depuis 3 ans à l'ESMI, l'École supérieure de métier de l'image. En deuxième année, on demande aux étudiants de réaliser un jeu de société de bout en bout. Et c'est un exercice intéressant parce qu'on leur signifie bien qu'un jour, ça pourrait aussi devenir une partie de leur métier. Alors, en fait, ils n'en ont pas trop conscience pour l'instant. Je dirais même que les 3/4 s'en foutent. Parce que eux, ce qu'ils visent, c'est quelque chose de plus noble. Parce que ce jeu de société a encore l'image du travail alimentaire. Voilà. Et donc, il y a un petit côté un peu dénigrant de travailler pour le jeu de société, alors qu'on est rentré dans une école pour soit faire de la BD, soit faire de l'animation, soit des trucs comme ça. Mais on leur dit, non, ça peut devenir... Enfin, on leur explique ce qu'est devenu le jeu de société. Et je pense qu'ils s'en rendent compte aussi à travers ce travail. Donc, ça revient en fait, cette image du jeu de société, au niveau artistique, un peu de dénigrement, on la retrouve un peu partout, quoi, de se dire que le jeu de société, c'est un peu pour les enfants, pour l'instant, mais tout ça est en évolution, c'est une évolution lente.
Là, on parle entre nous parce qu'on connaît tous le jeu de société, donc on a l'impression que tout le monde le connaît, mais c'est pas ça du tout en fait. La réalité, c'est pas ça. Même s'il y a de plus en plus de festivals, de plus en plus de démarches, le jeu de société est encore a une image encore assez standardisée, c'est-à-dire celle du Monopoly de la bonne paye, hein, au niveau du très grand public. Donc il faut faire attention, c'est en évolution, il faut faire attention, et l'illustration permet aussi d'avancer sur ce pan-là, c'est-à-dire de proposer de belles choses aux gens qui ne connaissent pas forcément. Ça peut leur faire dire qu'effectivement, c'est plus les jeux de papier-mâchine, on n'est plus sur le... Oui. Je peux réagir et t'interrompre? Ouais, tu peux m'interrompre. Tu peux m'interrompre. Tu pouvais m'interrompre aussi, tu l'as pas fait. Non, mais je voulais juste trouver intéressant ce que tu disais, parce que finalement, c'est un outil de distinction, mais là, dans ce que tu dis, c'est aussi un outil de légitimation. C'est-à-dire que la belle illustration fait prendre conscience de la qualité des jeux. Et sur les prix, en fait, j'avais noté quelque chose que j'ai oublié de mentionner tout à l'heure. Moi, j'en ai relevé deux, il y en a peut-être plus où je me suis peut-être trompée. Le Grand Zilus qui apparaît en 2012, qui est fait par le site Trick Track, et qui est un vote du public. Et en fait, on a l'apparition, le prix Ludia en 2014. Et... C'est pas tout à fait ça. Non. Je vais prendre l'autre micro. Allô ? Alors, le Grand Prix des Ibus, si je ne me trompe pas, c'est organisé par le Festival Finistère de Jeux. D'accord. Voilà. Mais alors, effectivement, c'est le public qui vote à partir d'une sélection faite par les organisateurs du festival. Et effectivement, c'est relayé par Trick Track, qui est le site d'information du jeu de société en France. Et le prix Ludia, c'est organisé au musée lors du festival d'Issy-les-Moulineaux, qui se déroule au musée de la carte à jouer. En fait, il y a la remise du prix et une présélection avant. Mais il y a aussi un autre prix, il y a de plus en plus de prix comme ça. Mais le prix Ludia, par contre, c'est pas un vote du public, c'est un jury. C'est un vote de professionnels. Oui, et ça c'était par rapport à ce que tu disais sur l'école. C'est-à-dire que c'est intéressant de voir qu'on va avoir la constitution d'un jury professionnel. C'est aussi une forme de dire, voilà, il n'y a pas que le public qui va apprécier, il y a aussi des experts qui vont devoir... Enfin, il va falloir des experts pour pouvoir apprécier la qualité. Et j'ai regardé à la composition, ils annonçaient un illustrateur venu de la BD, un illustrateur venu du jeu vidéo, un professionnel de l'image et de la vidéo, un directeur artistique de l'univers du livre, et après artiste local et de la culture. C'est assez intéressant d'avoir des gens qui ne sont pas des jeux de société, justement. Et le prix Ludia, il est intéressant pour ça, parce qu'il permet d'avoir un autre point de vue, celui de professionnels, mais qui ne sont pas dans le milieu du jeu de société. Donc c'est vrai que les deux prix sont vraiment à distinguer, parce qu'il y a vraiment des nuances. Le prix du public, c'est bien le prix du public, sauf que là on est dans le cas d'un public qui connaît le jeu de société. C'est-à-dire déjà de faire la démarche de venir à un festival à Fouesnant. Je ne sais pas si vous savez où c'est. C'était sympa, hein. Mais le public qui était présent, c'est déjà un public qui vient pour jouer au jeu de société. Donc il y a déjà une démarche. Et la plupart des gens connaissent déjà un peu le... C'est pas que c'est biaisé, mais un petit peu quand même. C'est pas... Et ces prix, en fait, c'est pas qu'ils n'ont pas de valeur, mais c'est peut-être les prémices de quelque chose de plus important, on verra par la suite, quoi. Mais pourquoi pas, si l'As d'or commence à faire plus de catégories, l'As d'or c'est le prix du jeu de l'année en France, pourquoi pas faire une catégorie illustration à un moment, un peu comme les Oscars, c'est-à-dire d'avoir le meilleur jeu de l'année, mais aussi le plus beau jeu entre guillemets, des trucs comme ça, quoi. Alors, les meilleurs acteurs, ça je ne sais pas, parce que c'est compliqué, mais peut-être faire plus de catégories dans ce sens-là. Donc ça revient à ce que tu disais sur la question de l'école, parce que c'est un lieu aussi très important d'avoir ce discours sur un avenir professionnel et un secteur finalement économique qui peut s'ouvrir pour des illustrateurs aujourd'hui. Mais en fait, c'est à l'image du marché du jeu de société en France, c'est-à-dire qu'on est en évolution. Par contre, faut pas croire qu'on va convaincre tout le monde. On est dans une période où c'est du prosélytisme en fait, quoi. Et le prosélytisme, il passe par alors c'est interdit en France, c'est pareil. Mais il passe par les festivals, il passe par les ludothèques, bien évidemment. Donc c'est en marche. Alors je dis ça parce qu'il n'y a pas longtemps, on a eu une réunion des éditeurs en France, juste avant Paris Ludique. Donc il y avait pas mal d'éditeurs, tous n'étaient pas là.
Et l'idée, c'était de mettre en avant le jeu de société en France, d'une même volonté. Bon, alors, pour moi, c'est quelque chose qu'il ne faut pas forcément pousser jusqu'à en dégoûter les gens. Ça va se faire, c'est pas que ça va se faire tout seul, mais ça va se faire dans le temps. Donc c'est pas la peine d'aller plus vite que la musique. Il y a d'autres choses à régler avant, si on veut, comme par exemple le statut de l'auteur de jeu en France, qui n'est pas reconnu. Ça c'est un truc important aussi. Donc effectivement, l'illustration, ce que je disais tout à l'heure, participe à cette tentative d'avoir une légitimité. En fait, c'est l'atout séduction du jeu de société, en fait, clairement. Que ça soit dans les boutiques, ou même au niveau de la façon dont le jeu de société se répand dans notre société. En fait. Voilà. Et pour rejoindre un peu ce que tu disais en filigrane, c'est que pour l'instant, en tout cas, il y a une exception française qui est liée aussi à la valorisation très forte du point de vue de la légitimité culturelle de la BD sur un espace francophone, et donc sur lequel s'appuie aussi cette volonté de légitimation du jeu, s'appuie sur une légitimation pourtant récente de la bande dessinée. Mais oui, parce qu'on sait, ce que je disais au début, on sait qu'on a une culture de l'image. C'est pas pour rien qu'on trouve des Français chez Pixar, que la plupart des artistes 3D sont récupérés par Pixar et d'autres, DreamWorks et compagnie. C'est parce qu'on sait qu'en France, et à l'étranger ils le savent, qu'on a une culture de l'image qui est assez forte et qui vient de plusieurs horizons, parce qu'on parle de la BD, on parle de l'animation, mais il y a aussi la littérature jeunesse. La littérature jeunesse en France, c'est quelque chose d'énorme, et ça depuis plusieurs années. Et en fait, on s'appuie vraiment sur cette culture-là pour faire la même chose dans le jeu de société. Donc voilà. Donc c'est vrai que c'est pas, pour les illustrateurs, c'est pas un métier à négliger. Et ça peut être un métier à part entière. Nayad, désormais, ne travaille que pour le jeu de société, par exemple. Pierrot n'a travaillé que pour le jeu de société pendant un moment, là il fait un peu de BD, je crois, mais globalement, il travaille beaucoup pour le jeu de société. Et il y en a plusieurs qui sont dans ce cas-là. Donc après, pour eux, pour les illustrateurs, c'est du pain béni, je dirais, parce que si ça ne marche pas dans un secteur, ils peuvent s'orienter vers un autre, quoi. Et donc, apparemment, le métier de la bande dessinée, c'est devenu un peu chaud, quand même. Donc, il y a un peu des coupes sombres. Donc, c'est aussi une porte de sortie pour eux. Enfin, une porte de sortie. C'est pas... je dénigre pas, mais ça permet d'avoir une autre option, voilà, clairement.